Ok, super. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Clément Tribalo, je suis directeur adjoint au CHU d'Angers et je suis également le secrétaire national des directeurs d'hôpital du SMPS. Je fais partie des élus de la catégorie directeur d'hôpital du SMPS, fonction que j'assure avec Nicolas Salvi, Catherine Ladger et Lucie Elvania-Cricard. Donc, on est quatre élus au DH au SMPS à porter les sujets des directeurs d'hôpital auprès des pouvoirs publics. Et je suis accompagné de mes deux collègues de la délégation nationale, Louis et Olivier, que vous voyez à l'écran. Vous êtes les bienvenus donc là sur ce webinaire de la hors-classe DH, qui est un sujet important pour le SMPS et sur lequel on va vous revenir en vous détaillant un petit peu, d'une part, quelles sont simplement déjà les conditions d'accès à cette hors-classe qui constitue le deuxième grade des directeurs d'hôpital, du statut des directeurs d'hôpital, mais aussi en revenant sur les éléments de l'expérience que nous avons acquis ces dernières années sur ce sujet puisque nous représentons les directeurs d'hôpital, en particulier dans la commission qui siège sur l'accès à la hors-classe. Et donc, fort de la préparation de cette commission au fur et à mesure des années, notamment depuis 2021, puisqu'en fait, c'est depuis 2021 qu'il y a un quota d'accès à la hors-classe, on va y revenir. Forcément, cela nécessite un travail beaucoup plus approfondi qu'avant et pour les évaluateurs, comme pour les évaluer, un travail également important de préparation, ainsi que pour le CNG. Et donc tous ces acteurs-là voilà, ont un rôle plus important qu'avant. Il nous semble important de partager avec les collègues comment est travaillé ce sujet au niveau national et quel est notre rôle en tant qu'organisation syndicale dans l'accompagnement individuel de chaque collègue. Je tiens également à signaler que sur ce sujet du quota de l'accès à leur classe depuis 2021, nous sommes la seule organisation syndicale à avoir contesté, je rappelle un petit peu cette historique, hein, l'application d'un critère d'âge sur le tableau d'accès à leur classe 2021, que ce sujet est toujours en cours de contentieux, puisque nous sommes aujourd'hui devant la Cour administrative d'appel de Paris sur ce sujet. Hein, c'était un sujet important, et c'est notamment à la faveur de ce contentieux de l'époque que nous avons fortement négocié, aussi en lien avec les autres OS également, hein, mais nous avons été fortement partie prenante des lignes directrices de gestion qui sont appliquées aujourd'hui pour l'accès à leur classe, dont on va reparler elles constituent le cadre euh, qui fait aujourd'hui vous dire que tout ce qu'on va aborder là s'applique pour cette année, mais que pour l'année qui vient, l'année qui suit, il y aura normalement un nouveau statut qui sera le nouveau statut des directeurs d'hôpital, puisque c'est le sujet qui est en cours de négociation avec les ministères, et que dans le cadre de ce nouveau statut, eh bien, il y aura aussi des modalités d'accès au deuxième grade qui devront être revues. Et donc, on abordera à la fin de ce webinaire qu'est-ce qui pourrait dessiner l'avenir de cette nouvelle hors-classe, entre guillemets. Dans le cadre du nouveau statut, nous n'avons pas encore tous les éléments aujourd'hui, mais on pourra vous dire ce qu'on sait déjà à ce jour. Voilà, une fois que j'ai posé ces éléments d'introduction, je vois qu'on est déjà une vingtaine de participants, c'est déjà super. Je vais laisser Louis dérouler le webinaire. Et ce qu'on vous proposera peut-être, c'est de s'arrêter sur les différentes diapositives, de faire des temps de questions. Parce que l'idée, c'est que vous puissiez poser des questions. Et il y a quand même beaucoup de questions autour du sujet de leur classe, parfois même un petit peu techniques ou un petit peu précises. Et donc, on fera le maximum pour y répondre. Et pour les questions auxquelles on ne pourrait pas répondre, pour des raisons juste d'analyse individuelle, on vous propose de reprendre le sujet dans le cadre d'une foire aux questions ou de vous permettre de nous détailler votre situation individuelle par mail et on y répondra avec plaisir. Voilà, je laisse maintenant la parole à Louis pour le déroulé de ce webinaire. Merci Clément. Donc, alors voilà, pour présenter le sommaire, alors tout le monde voit bien le diapo? Ok. Donc, pour vous présenter donc ce sommaire, alors on va présenter donc ces éléments
qui sont un peu réglementaires, histoire de repréciser ce cadre, histoire que nous soyons à peu près tous au même niveau de connaissance sur ce sujet. Donc d'abord sur les conditions d'accès, ensuite sur la procédure et après sur les questions un peu plus d'ordre syndical et aussi d'aide, que sont l'accompagnement du SMPS et, comme l'a souligné Clément tout à l'heure, la question du devenir de la hors-classe et de son accès dans le cadre de la réforme du statut en cours, du moins ce qu'on en sait pour le moment. Alors, pour d'abord aborder la question des conditions d'accès, si vous ne le savez pas déjà, la hors-classe, donc c'est ouvert au DH de classe normale titulaire, réunissant les conditions réglementaires qui sont de deux types, les conditions d'ancienneté. Alors, attendez, alors, je vais me permettre de couper quelques micros. Voilà. Les conditions d'ancienneté, donc l'atteinte du sixième échelon de la classe normale, au bout de 6 ans d'exercice, et ensuite, 5 ans d'exercice, excusez-moi, et ensuite les conditions de mobilité. Les conditions de mobilité sont de trois types. Et on peut en rajouter un quatrième qui n'apparaît pas clairement dans les lignes directrices de gestion, mais dont on va reparler. Donc, la première catégorie, c'est le fait d'avoir 3 affectations sur 3 établissements dans la même région, en gardant le périmètre des régions de 2016. La deuxième type de condition, c'est avoir 2 affectations sur 2 établissements et un changement d'affectation fonctionnelle non concomitant, c'est-à-dire que si on passe dans la même région d'un établissement A à un établissement B, mais qu'on change de fonction entre le A et le B, ça ne compte pas. Il faut rechanger de fonction une fois qu'on est sur l'établissement B. La troisième condition, c'est la mobilité interrégionale, donc toujours dans le périmètre des régions d'avant la réforme de 2016. Et la quatrième condition, on pourra revenir peut-être plus en détail dessus, c'est soit le détachement, soit la mise à disposition hors du corps pendant une durée minimale d'1 an, qui est donc, alors, et sous aussi diverses conditions qui sont plus ou moins précisées dans la LDG. On pourra essayer de revenir plus en détail dessus. Peut-être ce qui est important de préciser, Louis, à ce stade, c'est que la diapositive que l'on vient de voir, c'est vraiment ce qui est dans la réglementation et ce qui est dans l'ordre du réglementaire. Donc, ce n'est pas la ligne directrice de gestion, ce n'est pas et donc ces éléments-là sont, entre guillemets, c'est pour ça aussi que vous voyez des références un petit peu datées quand on fait référence au périmètre des régions d'avant 2016, c'est que ces éléments-là ont été fixés déjà il y a quelques années. Et à ce jour, n'ont pas été modifiés, qui seront modifiés avec le nouveau statut. Mais c'est pour cette raison qu'on a des critères qui peuvent paraître un petit peu datés. On y reviendra. Nous, au SMPS, nous demandons depuis de nombreuses années des évolutions de ce qui est marqué dans la diapositive précédente, pour tenir compte de la réforme des GHT, qui a changé beaucoup de choses, pour tenir compte des conditions de mobilité des collègues qui doivent être regardées de façon peut-être plus souple qu'à cette époque. Et donc, c'est pour cette raison que vous avez aujourd'hui à l'écran quelque chose qui peut vous apparaître un peu daté. Et j'ajouterais également que comment dire, le fait de se maintenir dans le cadre de la réforme, enfin avant la réforme de la carte territoriale, c'est aussi pour à l'époque ne pas pénaliser les collègues, puisque forcément des mobilités interrégionales dans des régions qui font la taille de la Nouvelle-Aquitaine, ça n'a pas le même sens que lorsque on doit passer du Limousin à l'Aquitaine, aussi simplement. Donc, la deuxième étape, d'un point de vue purement réglementaire, c'est la mise en place, et c'est aussi précisé dans la LDG, du taux de promotion, donc qui existe, comme le précisait Clément en début de webinaire, depuis 2021. Ce taux de promotion, donc, il s'applique sur l'ensemble des candidats éligibles. Les candidats éligibles étant tous ceux qui réunissent les conditions réglementaires qu'on vient de voir. Ce taux a été fixé à 40% en 2021 et il a une tendance à baisser depuis en vue d'un alignement sur celui en vigueur à l'État. Donc, on était à 40% en 2021, soit 35 promotions. L'État était à 24%. L'objectif affiché, c'est cet alignement. Forcément aussi, le nombre de promotions, même si le taux diminue, le nombre de promotions augmente, puisque le nombre de candidats qui ne sont pas promus, mais qui restent éligibles et qui sont en attente, lui, s'accroît, puisqu'il y a forcément un conflit entre ceux qui sont promus à leur classe et le stock qui, lui, ne l'est pas. Donc, le nombre de promotions s'accroît et actuellement, nous ne sommes pas encore
en connaissance de quel sera le taux de promotion appliqué pour 2024. Pour deux raisons. La première, déjà, c'est que ce taux arrive de plus en plus tardivement. Il est arrivé de mémoire fin juin l'an dernier, alors que l'année d'avant, il était arrivé en avril. Et également, puisqu'il y a la réforme actuelle du statut qui a vocation à faire disparaître ce taux de promotion pour le remplacer par un volume global de promotion. On pourra rentrer un peu plus dans le détail sur cette notion qui reste encore très floue, mais qui consiste quasiment à la même chose, mais en laissant un peu plus de marge en quelque sorte. Donc actuellement, nous ne connaissons pas ce taux, mais on peut partir du principe qu'il sera à minima de 24% et qui sera, on l'espère, maintenu pour qu'on puisse faire passer le maximum de collègues à leur place. Et un des éléments à préciser également dans les conditions d'accès, ça coule un peu de source, mais ça va mieux en le disant, c'est qu'il faut être proposé par son évaluateur. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas proposé par votre évaluateur pour accéder à leur classe, vous ne pourrez pas rentrer ne serait-ce que dans le cycle, on va dire, de cumulation, on va en reparler des propositions successives. Et ce démarrage de propositions, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes proposé une année, vous n'êtes pas pris. Du coup, la deuxième année, on va tenir compte du fait que vous avez été proposé l'année précédente, mais pas pris, etc. Ça démarre qu'à partir du moment où vous êtes proposé. Si votre évaluateur ne vous propose pas, eh bien, vous ne pouvez pas démarrer vous ne pouvez pas être promouvable dans la liste des promouvables. Donc ça, c'est un élément important dans la discussion avec l'évaluateur à partir du moment où vous remplissez les critères réglementaires qu'on a exposés avant. Et donc, alors, c'est vrai que ça fait la transition avec le sujet, le point suivant. Donc, une fois qu'on a abordé ces aspects réglementaires, il y a la question de la procédure, qui est le cœur de la ligne directrice de gestion. Alors, on ne peut également pas encore vous donner de calendrier exactement pour la mise en place de la procédure, qui sera donc la phase de sélection des dossiers, mais on peut partir du principe qu'elle devrait être très similaire à celle qui a été appliquée l'an dernier. Donc, avec une réunion de la commission d'établissement du tableau d'avancement pour fin juillet à peu près, et une étude des dossiers pour aux alentours de fin juin, mi-juillet. Donc, nous, on se positionne à peu près dans ce calendrier-là et on va pouvoir en parler dans le détail. Donc, comme l'a dit Clément, pour les candidats qui remplissent les conditions et qui ont été proposés par leur chef, donc ceux qui sont éligibles pour 2024, il y a d'abord le fait que donc pour mi-juin 2024, il y aura la fixation, on espère, du taux de promotion. De mi-juin à mi-juillet, le CNG transmettra à l'ensemble des syndicats les synthèses des dossiers. On va revenir plus en détail sur qu'est-ce que le dossier en tant que tel et qu'est-ce qui est analysé par le CNG. Les syndicats, après, analysent les dossiers et ils établissent à partir de là une liste de propositions de ceux qu'ils souhaitent voir passer et être inscrits sur ce tableau d'avancement. Fin juillet, donc ces listes sont transmises au CNG. Le CNG en fait une synthèse et fin juillet 2024, selon le calendrier qu'on prévoit, il y aura la réunion de la commission d'examen pour ce tableau où on pourra plus en détail discuter du contenu de ce tableau d'avancement, ce qu'on va voir aussi juste après. Pour les éligibles 2025, donc l'idée c'est que, on tient quand même à le rappeler ici, la campagne d'évaluation va s'ouvrir là à l'été 2024. Donc c'est à ce moment-là que vous devrez demander à votre supérieur de vous proposer pour le passage à leur classe, notamment par le remplissage de la fiche B3. Donc, c'est là qu'en fait est le cœur du sujet et sans doute l'aspect le plus concret du fait qu'il y ait désormais un taux de promotion. Parce que le taux de promotion implique une sélection selon des critères établis par le CNG. Le CNG se base sur 5 grands critères, dont 3 principaux, 2 complémentaires, plus allez, un pour départager, dont on va y revenir, critères d'ancienneté. Les 3 critères principaux, c'est d'abord l'analyse de la fiche de proposition pour l'accès à leur classe, que je viens d'évoquer plus tôt, la fiche B3, donc qui est celle où votre supérieur vous propose. Donc celle-ci sera classée par le CNG selon son contenu littéral, et on va revenir sur ce point de littéral, en la classant entre excellent, très bon, bon ou neutre. Le CNG fait une analyse, encore une fois, voilà,
au niveau du contenu en tant que tel. Donc, en quelque sorte, si on peut déjà rentrer dans la phase des conseils, plus il y a de contenu, mieux c'est, du point de vue du CNG qui devra faire, lui, une analyse assez froide de cette fiche. Le deuxième critère, c'est l'analyse des évaluations. Et là, pareil, le CNG les évalue entre excellent, très bon, bon et neutre. Le CNG n'évalue que le contenu, pareil, littéral et écrit des évaluations, et pas les notes de la part résultat. D'ailleurs, c'est un point qu'il s'agit de préciser tout de suite. Celle-ci ne rentre pas en compte dans l'analyse du CNG. Et à partir de là, donc forcément, plus l'évaluation est améliorative, mieux c'est. Et enfin, le troisième critère que le CNG évalue, c'est le nombre de candidatures successives. En quelque sorte, on pourra le voir au moment de la diapo concernant la commission d'examen en tant que telle, le CNG s'intéresse d'abord aux candidats qui cumulent des candidatures successives de bonne qualité et ensuite progressivement s'intéresse à ceux qui sont entre guillemets des nouveaux entrants dans la procédure. Forcément, donc, plus on cumule de candidatures, plus on accroît ses chances, mais ça ne veut pas dire forcément que l'ancienneté permet un passage. Il faut rester constant dans la qualité de son dossier. Donc ça, c'est les trois critères principaux qui fondent la qualité d'un dossier selon le CNG. Alors, il s'avère évidemment qu'avec cette approche, entre excellent, très bon, etc., on se retrouve vite avec des dossiers très similaires, selon l'approche du CNG. Et donc, à partir de là, il a fixé deux sous-critères, qui sont des critères complémentaires visant à départager les candidats. D'abord, un critère de responsabilité sur les trois dernières évaluations. Donc, selon que, par exemple, vous avez effectué des fonctions de chef d'établissement tout en étant en classe normale, ce qui est possible. Si vous avez été directeur de site, si vous avez effectué des intérims, et la durée des intérims et aussi leur difficulté, toutes ces choses-là sont analysées par le CNG. Mais donc, ça implique que tout ça doit être précisé dans l'évaluation. Donc, toute personne qui fait un intérim doit bien faire attention à ce que ce soit précis dans l'évaluation pour que le CNG en ait connaissance. Sinon, le CNG ne peut pas appliquer ce critère. Le deuxième critère complémentaire, c'est le contexte d'exercice particulier. Et là, c'est pareil. Donc, l'élément le plus visible, le plus concret, c'est les collègues qui sont en exercice ultramarin. On connaît certaines les difficultés, mais il y a également le contexte d'administration provisoire qui peut rentrer en ligne de compte pour départager un candidat par rapport à un autre. Et enfin, le CNG a conservé un critère d'ancienneté qui, si tous les critères qu'on vient de voir amènent à des dossiers totalement égaux, le critère d'ancienneté peut être appliqué. C'est un sujet, alors il n'a jamais été utilisé à ce jour, sauf en 2021, et ça a donné lieu au recours qu'évoquait Clément de la part du SNPS contre le tableau d'avancement établi en 2021 par le CNG, sans remettre en cause les avancements des collègues en question, mais simplement parce que ce critère était pour nous, c'était le seul appliqué à l'époque en 2021, et ce critère était pour nous pas entendable pour évaluer vraiment la qualité des dossiers et le mérite individuel. Et peut-être pour préciser ce que tu dis, juste pour revenir sur cette histoire, c'est qu'il y avait au-delà de l'ancienneté en tant que telle, vraiment le critère d'âge était utilisé. Et nous, on a estimé que ce n'était pas légal d'utiliser le critère de l'âge. Et pour cette raison, nous avons porté ce contentieux devant la juridiction administrative. Voilà. Bon. Il n'a pas été utilisé en première instance, mais il a été utilisé quand même dans le départage des candidats. Voilà. Donc, ensuite, la commission d'examen. Donc, une fois que tous ces critères ont été passés au crible par le CNG, une fois que les syndicats ont proposé au CNG leur liste, et donc nous-mêmes avons proposé notre liste, le CNG soumet aux organisations syndicales une sorte de synthèse et où chaque nom sera étudié pour est-ce qu'il passe ou est-ce qu'il ne passe pas. Tout est discuté. Le CNG reste le décideur en dernier ressort. Donc, donc ça, c'était l'étape 1. L'étape 2, proposition par le CNG de la liste de synthèse. Et le CNG ensuite traite en priorité, c'est ce qu'on évoquait plus tôt, les candidats qui ont 3 candidatures ou plus successives. Et ensuite, on descend progressivement, ce qui donc offre plus de chances à ceux qui candidatent depuis plusieurs années, mais ça ne ferme absolument pas la porte à ceux qui candidatent pour la première fois. En quelques mots, un collègue qui a un dossier excellent
à tous les aspects a toutes ses chances par rapport à un collègue qui est à sa deuxième candidature, par exemple. Le but n'est pas de fermer la porte à ceux qui tentent pour la première fois, mais d'essayer de trouver un équilibre entre ceux qui candidatent depuis plusieurs années et ceux qui arrivent avec des dossiers de très très bonne qualité. Donc ensuite, il y a cet échange avec le CNG pour l'intégration de candidats non retenus qui vient dans cette logique qu'on vient d'évoquer. Et enfin, il y a l'établissement officiel à la fin de cette réunion du tableau d'avancement par le CNG avec application rétroactive de ce qui passe du passage en hors classe. Donc, à partir de là, on peut tout de suite aborder un aspect lié à la stratégie à adopter pour vous en tant que candidat. Donc, la première, c'est de toujours candidater, de toujours demander si vous êtes éligible, de toujours présenter un dossier, peu importe la qualité de votre dossier, puisque le cumul de candidatures successives sera apprécié et évalué par le CNG. Donc, ça sera toujours à mettre à votre actif. Ensuite, c'est de préparer ce dossier avec votre évaluateur sur le contenu de l'évaluation, sur ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, sur le guide qu'on a publié il y a quelques semaines maintenant, afin que l'évaluateur soit aussi au courant. Parce que même si on essaye de sensibiliser les évaluateurs à bien à bien prendre en compte l'importance de l'évaluation, il arrive encore que beaucoup considèrent que c'est juste un passage obligé, n'ont pas encore vraiment compris que les règles ont changé par rapport à l'époque où eux-mêmes ont passé leur classe, et qu'à partir de là, ne se sentent pas forcément obligés de mettre le paquet, pour dire les choses, sur le contenu de l'évaluation de façon littérale. Et enfin, le troisième point, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de vous faire accompagner, c'est-à-dire dans l'analyse du dossier pour s'assurer que tout est bien pris en compte par le CNG. J'ai parlé des intérêts tout à l'heure, ça fait partie des éléments que le CNG oublie ou en tout cas que ne fait pas, ne peut manquer dans une évaluation et ça peut faire la différence entre un dossier et un autre. Donc, tout est important à ce niveau-là. Donc, voilà pour l'aspect vraiment très procédural. Peut-être qu'on peut déjà répondre à des questions, si vous en avez. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour Emmanuel. Merci Louis et Clément pour la présentation, c'est super intéressant. Euh, Si jamais un dossier n'est pas accepté pour je ne sais pas quelle raison, et ensuite, est-ce qu'on a un retour pour savoir ce qui a pêché? Alors, le CNG ne fera pas de retour individuel parce que faut imaginer qu'il y a à peu près 150 dossiers, donc Hmm. ils ne feront pas cet effort, il faut dire les choses. Par contre, nous, on peut évidemment faire un retour individuel pour expliquer. Euh, pour se dire les choses, la plupart du temps, le retour, enfin, un retour négatif s'explique simplement à cause du couperet du taux de promotion. C'est-à-dire que s'il a fallu faire la différence entre deux candidats et que un a fait un intérim et l'autre non, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les critères complémentaires, c'est en soi la faute du couperet. Et donc, mais on peut expliquer et donc ensuite, après, continuer à accompagner pour essayer d'améliorer les choses pour une future candidature. Ok, merci. Mickaël, à vous. On ne me voit pas. Hop. Euh, bonjour à tous. Bonjour à Emmanuel, que je vois, mes collègues de promo. Salut, Mickaël, bonjour à Euh, toi. petite question sur la hors classe. En fait, comment ça se fait en fait pour notamment les évaluations? Parce qu'en fait, il y a le côté du monde idyllique où en fait tout va bien avec notre chef d'établissement et on a des évaluations dithyrambiques. Donc ça, c'est le côté idyllique. Et comment ça se passe, par exemple, quand on a un changement de chef avec qui on s'entend moins et qu'on a une évaluation, on ne peut pas argumenter autant qu'on voudrait. Comment on valorise notre dossier aussi pour la hors-classe en dehors du parcours? Par exemple, quels sont les éléments de conseil? Alors, donc, alors, en soi, pour leur classe, seule l'évaluation sera prise en compte par le CNG. C'est un critère qui vise en fait à ce que tout le monde soit soumis aux mêmes règles. C'est-à-dire que pour vous donner un- un exemple d'une autre procédure, c'est la procédure par exemple du tour extérieur pour ceux qui souhaitent intégrer le corps. Là, il y a des lettres de recommandation.
Là, on n'est pas dans cet esprit-là. Le CNG vraiment se base sur l'évaluation en tant que telle. Je dirais même qu'il n'est pas forcément toujours bien vu de fournir des courriers complémentaires, ce que certains ont fait. Euh, mais donc, en effet, la situation du changement de chef, ça fait partie des problématiques qui peuvent faire, comment dire, qui peuvent pas forcément ternir un dossier, mais peut-être le rendre plus neutre. Un chef ne souhaitant pas s'engager sur ce qu'il pense d'un adjoint. Ou à contrario, en fait, on peut aussi ne pas s'entendre avec son chef. Et dans ce cas, ça devient compliqué pour avoir l'évaluation qui va bien pour s'assurer le passage en hors classe. Je dirais que le conseil, c'est véritablement d'avoir un échange franc avec son supérieur hiérarchique sur ce point. C'est-à-dire que si on peut se mettre à la place d'un chef qui ne souhaite pas forcément s'engager envers un adjoint parce qu'il ne le connaît pas assez, etc., néanmoins que l'évaluation ne soit pas neutre, qu'elle soit finalement l'expression de ce qui a été fait avant. Donc, quitte à avoir des échanges avec le précédent chef, quitte à avoir des échanges avec les autres collègues, etc. Là, c'est là que la question est bonne parce que c'est là qu'on voit finalement la limite du système d'évaluation qu'on a aujourd'hui, qui est un fonctionnement très unilatéral, chef adjoint, et pas un fonctionnement, par exemple, à 360 degrés, comme ce qui peut se mettre en place dans certaines autres administrations ou certains établissements de santé également. Donc, donc en soi, c'est là qu'il faut vraiment avoir cet échange franc d'évaluateurs à évaluer pour ne pas être pénalisé. Et encore une fois, nous, ça fait partie de notre job de sensibiliser les chefs à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de pénaliser des collègues au prétexte de champ de mobilité. Peut-être pour préciser le propos, si vous m'entendez. Ouais, vous m'entendez, Louis? Oui. Ok. Oui, c'est pour préciser la réponse à la question. En fait, là, on est vraiment dans le fait que le sujet de la hors-classe est très lié au sujet de l'évaluation, qui est un autre sujet, mais en fait, tout ça est intrinsèquement lié. Et donc, il est important que l'évaluation du chef d'établissement soit réalisée, alors déjà de la façon la plus objective possible par rapport aux réalisations du collègue et à ce qu'il a atteint ou pas ses objectifs. Donc, normalement, la fiche d'évaluation, de l'entretien d'évaluation permet de retracer tout ça. Et donc, ça doit être indiqué par le chef d'établissement de la façon la plus objective possible. Après, nous, ce qu'on indique, ce qu'on conseille, après, bien évidemment, ce ne sont que des conseils, mais c'est que si le chef d'établissement a le souhait de proposer le collègue, et dans cette intention-là, c'est plutôt donc une intention positive pour l'aider, le valoriser dans sa carrière, il est plutôt conseillé qu'il mette en avant des aspects, qu'il valorise le collègue dans son exercice et dans les objectifs qu'il a atteints et dans sa façon de travailler. C'est vrai que s'il y a des éléments d'appréciation plutôt négatifs, même s'ils ne sont pas très importants, il vaut peut-être mieux, mais ça c'est le chef d'établissement qui l'apprécie, mais il vaut peut-être mieux, vu la procédure, peut-être les aborder plutôt à l'oral et insister davantage sur les éléments positifs à l'écrit, parce que tout élément, même un peu négatif, qui serait retracé par écrit, va compter dans l'appréciation, bien, très bien, excellent, que l'on a décrit précédemment. Et donc ça peut pénaliser des collègues, et on l'a vu sur certains dossiers. Et c'est pour ça vu la procédure d'évaluation, et vu les critères d'accès à leur classe, il est conseillé quand même, si les chefs d'établissement veulent soutenir leurs adjoints, de valoriser les aspects, les éléments positifs du bilan, plutôt que de mettre des aspects négatifs, mais qui seraient finalement très secondaires. Il ne s'agit pas à travers ce que je dis de dire que tout est parfait et que le collègue il est vraiment, c'est pas le monde des bisounours, mais c'est quand même de faire la part des choses entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Et je compléterai ce que dit Clément. En fait, d'un point de vue pratique aussi de stratégie, il peut y avoir un deal avec le chef. Alors,
vous n'êtes pas sans savoir que normalement, la procédure d'évaluation a un début et une fin par le CNG, mais dans la réalité, le CNG peut recevoir les évaluations jusque mi-décembre, voire fin décembre. Voilà. On ne conseille pas de jouer avec les vacances de Noël avec le CNG, parce que là, il y a un gros risque de perte, mais en tout cas, ça peut être repoussé. Si vous avez un chef qui ne se sent pas à l'aise de vraiment estimer vous évaluer comme il faudrait, lui proposer peut-être de repousser l'évaluation à quelques semaines, quelques mois, à novembre par exemple, pour qu'il puisse se faire un avis en son âme et conscience un peu mieux, ou en tout cas plus adapté comme il le souhaite. Ça permet de trouver un équilibre tout en vous permettant d'avoir une évaluation à la hauteur de ce qui est nécessaire pour ce passage en hors classe. C'est un conseil comme ça. Après, en soi, ce que dit Clément, c'est l'aspect central. S'il y a moyen de ne pas pénaliser, c'est surtout ça l'aspect, il faut essayer d'aller dans ce sens-là. Alors, je n'ai pas l'impression. N'hésitez pas hein, quand même. Donc, on va poursuivre dans des aspects un peu moins de procédure, mais plus d'actualité sur cette question de la hors-classe, avec le sujet de la hors-classe et de la réforme du statut des DH qui est en cours actuellement, en tout cas des échanges et négociations qui sont en cours actuellement. Alors, en soi, on va être décevant très vite, le sujet n'a pas été abordé directement. Il a été abordé de façon liminaire au cours des échanges avec la DGOS sur qu'est-ce qu'il va advenir de la hors-classe, qui s'appellera dans le futur deuxième grade, et comment on y accède. Le premier point, donc, c'est ce qu'on se disait en tout début de webinaire, le fait que le taux de promotion a vocation à disparaître pour devenir un volume global de promotion, qui permettra plus de souplesse. De façon très concrète, comme on se disait tout à l'heure que, imaginons qu'il y a 100 candidats éligibles, le taux de promotion est de 32, c'est-à-dire qu'il y a 32 promotions. Là, on n'aura plus un pourcentage, mais un nombre, donc il pourrait être de 32, par exemple. Donc, en fait, c'est exactement le même système, mais avec une logique différente. Mais il n'est pas impossible que les pouvoirs publics, en fonction de la situation, en fonction de la qualité des dossiers, fassent passer ça à 33, à 34, aussi à 31. L'objectif, c'est de permettre plus de souplesse pour permettre à des candidats quand même de très, très haut niveau de moins subir le couperet d'un taux de promotion un peu brutal, si je puis dire. Euh, donc ça, c'est ce qui a été annoncé. Alors, on en est encore dans une étape assez floue sur ce devenir. Mais c'est à peu près la logique qui est pour le moment portée, en tout cas, dans le cadre de ce qui se passe à l'État, à voir ce qu'il en sera pour nous. On espère que ça fera partie des échanges dans les semaines à venir. Il y a la question de la condition d'accès également. Alors, comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur les conditions d'accès, les nôtres sont particulièrement strictes. Au niveau de l'État, ça se résume de façon très simple. Le principe de mobilité, quand on n'est par exemple administrateur de l'État, c'est changer de ministère. C'est aussi simple que ça. Donc, en restant à Paris, dans la très grande majorité des cas. Forcément, c'est beaucoup plus et beaucoup plus facile, si je puis dire, et beaucoup moins engageant à titre personnel que pour les DH. Donc, nous, on milite activement pour un rapprochement des conditions afin de cesser de pénaliser les DH qui font partie entre les corps administrateurs de l'État, administrateurs territoriaux et nous, du corps qui a les conditions les plus strictes à ce niveau. Donc, la position qui est la nôtre et qui a, semble-t-il, est portée actuellement par les pouvoirs publics et celle également du rapprochement, avec une seule mobilité exigée, mais qui n'est pas encore clairement précisée. Celle qu'on porte actuellement dans le cadre des négos, c'est celle du principe de mobilité soit hors GHT, soit intra-GHT au-delà d'une certaine distance, puisque on n'est pas sans savoir qu'il y a certains GHT où le lien entre le support et un établissement périphérique peut être de plusieurs centaines de kilomètres. Donc, on peut considérer à ce moment-là que ça implique quand même une véritable mobilité. Donc, ça, c'est ce qu'on porte pour le moment. On pourra voir au fur et à mesure des discussions si c'est quelque chose qui est tenable. À notre sens, oui, puisque c'est ce qui se rapproche désormais le plus de la véritable carte territoriale des établissements de santé. Donc, avez-vous des questions déjà sur ce point par rapport à la réforme du statut?
Oui, moi j'ai une question, Christophe Riquet. Je vais mettre la vidéo pour qu'on voit. Tac. Est-ce que vous savez si, imaginons qu'on soit éligible maintenant, mais qu'on ne soit pas retenu, est-ce que en fait le fait que les règles que vous évoquez en fait sont peut-être moins contraignantes telles que vous les présentez, mais peuvent être plus contraignantes parce qu'on peut très bien avoir aujourd'hui changé d'établissement en étant resté dans le même GHT, avoir changé de fonction, et donc on est éligible maintenant, mais on ne serait pas éligible demain puisque vous évoquiez le fait de changer de GHT. Est-ce que vous pensez que à partir du moment où on est éligible maintenant, on le restera quand même, ou est-ce qu'en fait les nouvelles règles s'appliqueront et on ne serait Alors, plus éligible de prendre les maintenant? c'est une bonne question. À mon sens, ça ne sera pas possible de rendre inéligibles des gens qui l'étaient avant. Euh, enfin, comment dire, même si les échanges avec comment dire, avec nos pouvoirs publics et nos tutelles sont fermes sur toutes les questions de statut actuellement, ça n'avance pas comme on le voudrait. Je peux en parler longtemps, ça, on peut critiquer très longtemps sur ce qui se passe. Il y a quand même des règles un peu fondamentales qui fait que l'objectif de ces échanges n'est pas de faire perdre des droits acquis à ceux qui sont actuellement en poste. Donc, en soi, c'est un sujet de vigilance, mais on n'est pas trop inquiet sur ce point. Ok, merci. Si vous n'avez pas de nouvelles questions, alors un dernier point par rapport à l'accompagnement du SMPS. Donc, euh, au SMPS, donc, depuis 2021 et la mise en place du taux de promotion, on prépare les collègues pour leur classe, donc par le suivi personnel des candidatures et l'analyse des candidatures et les conseils à donner pour essayer de valoriser des éléments. Si ça n'a pas fait une année N, comment essayer d'améliorer pour l'année N+1, etc. La défense de votre dossier au cours de la commission d'examen, si on estime qu'elle a une chance de passer, il faut aussi se dire les choses, c'est qu'il y a des dossiers où si on voit que ça ne va pas le faire parce que le niveau d'exigence est désormais très élevé, on préfère être franc et dire comment on va aider l'an prochain plutôt que, entre guillemets, utiliser une place qui serait sur la liste qu'on va proposer. On essaie de défendre le maximum de personnes et surtout, on n'est pas dans une logique comme quoi il faut être excellentissime à tous les niveaux pour passer à leur classe, puisque d'ailleurs, à titre d'info, dans le cadre de la réforme du statut, le principe du deuxième grade, donc la future hors classe, c'est d'être véritablement le grade dans lequel se déroule l'essentiel de la carrière. Le premier grade, ou classe normale, c'est le grade d'entrée, de test, de vérification que les personnes font l'affaire. Le deuxième grade, c'est véritablement celui de la carrière. Donc, l'objectif est quand même de faire passer un maximum de personnes. Et à partir de là, il faut quand même, voilà, on n'est pas pour une logique comme quoi il n'y a que les excellentissimes qui doivent passer. Parfois, on peut simplement avoir un chef qui n'est pas très porté sur une propension littérale à s'exprimer et à s'épancher dans les évaluations. Et pour ça, il ne faut pas être pénalisé pour ça. À savoir, donc, bon, il faut quand même le souligner parce que ça a été quand même un gros sujet de satisfaction l'an dernier. L'an dernier, 50% des personnes qu'on défendait dans notre liste sont passées à leur place. On va se fixer le même objectif, on verra si c'est possible. Mais en tout cas, maintenant, c'est quelque chose d'assez rodé pour nous en interne pour véritablement défendre des dossiers. Donc, à partir de là, si vous souhaitez être accompagné, c'est la procédure habituelle, donc de nous contacter sur notre adresse contact du SMPS. Et on peut également vous reporter au guide qu'on a édité il y a de cela quelques semaines. Et donc, voilà. C'est un point important ce qu'évoque Louis, puisqu'il faut, comme vous l'avez compris, nous n'avons pas au niveau des organisations syndicales accès à votre dossier. Ça peut paraître bizarre, mais nous avons en main des fiches qui sont réalisées par le CNG, qui sont quand même assez courtes, hein, c'est extrêmement synthétique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de collègues, donc forcément il faut aller à la synthèse. Mais du coup, cet élément de synthèse, c'est celui qui est autour de la table lors de la commission. Ce n'est pas votre dossier qui est autour de la table lors de la commission. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que nous n'avons pas accès à votre dossier.
Et donc, vous ne nous adressez pas les éléments, vos dernières évaluations, nous ne les avons pas. Nous n'avons qu'une fiche récapitulative. Donc, nous vous invitons, si vous souhaitez être accompagné par le SMPS, à nous adresser en avance de phase, et c'est-à-dire à partir de maintenant jusqu'à cet été, vos dernières évaluations, vos 3 dernières évaluations, c'est ce qui est assez suffisant, accompagné d'un mail où vous nous faites un petit commentaire sur je sais pas, les conditions d'exercice, des éléments qu'il faut qu'on ait en tête au moment de la commission pour pouvoir les valoriser. Voilà, des éléments un peu qui n'apparaissent pas en tant que tels dans l'évaluation, mais dont on doit tenir compte. Et avec ça, nous, on a les armes, entre guillemets, pour pouvoir défendre votre dossier de façon assez musclée, avec une stratégie. Nous, cette réunion, elle est extrêmement préparée par les élus du SMPS avec une vraie stratégie aussi vis-à-vis par rapport à la liste que nous proposons, mais aussi par rapport à la liste qui est proposée par le CNG. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de faire passer un maximum de collègues qui nous ont sollicités. Et donc, l'année dernière, ça s'est quand même bien passé vu ce que vous a dit Louis. Et l'objectif, c'est que ça continue cette année. Et pour cela, plus on a d'éléments en amont sur votre dossier, votre situation, plus on est en capacité de vous défendre. Et ça, c'est pour ça que c'est un travail. On a besoin aussi de vous avoir au téléphone en amont. Enfin, c'est un vrai travail d'accompagnement individuel qui se fait plusieurs semaines avant la séance de la commission. J'ai une question. Oui. Sur le plan stratégique, parce qu'en fait, tout est toujours avec ces histoires de mobilité, des choix à faire entre le perso et le pro qu'on fait un peu tous. Euh, Stratégiquement, ce que je veux un peu de tout, c'est mieux en fait d'essayer de présenter son dossier le plus rapidement possible, en fait, dès qu'on est éligible, ou finalement le fait d'attendre un peu dans les échelons et de le présenter plus tard, c'est quelque chose qui peut être bloquant pour la carrière ou le passage en hors classe, ou finalement, en fait, ça n'a pas un impact exceptionnel. Euh, je vous dirais que c'est plus conseillé de tout de suite tenter. On va imaginer une situation où vous tentez là cette année, vos évaluations sont bonnes, mais encore une fois, vous avez un chef qui n'aime pas trop s'épancher dans les évaluations. Et donc, ça fait qu'elles ne sont pas aussi bien que ce que vous auriez souhaité. Mais ça compte pour une candidature. L'année d'après, vous en avez plus parlé avec votre chef, vous avez changé de chef, et il a un peu mieux compris la règle, donc il s'épanche un peu plus. C'est-à-dire que l'année d'après, vous allez avoir toujours 2 évaluations qui feront peut-être moyenne, mais une meilleure. Donc, mais vous serez sur votre 2e candidature, et ainsi de suite. C'est-à-dire que quand vous serez arrivé à votre 3e candidature, en ayant toujours cette règle en tête et un chef qui la comprend, j'admets que c'est des conditions à réunir qui ne sont pas toujours évidentes, hein. Mais donc, une fois que ces conditions sont réunies, vous présentez un dossier pour une 3e candidature successive qui est, on va dire, plus qualitatif. Ce qui, encore une fois, j'ai aucun a priori sur la qualité de votre dossier, hein, voilà, mais du point de vue du CNG dans son analyse, ben, votre dossier sera évalué dans les premiers, puisque vous aurez 3 candidatures successives, et en même temps, eh ben, il va évaluer les 3 dernières années et pas avant. Et il dira, bah, en fait, depuis 2 ans, voire 3 ans, ça se passe très bien. Donc, ça peut se discuter. Faut un peu l'appréhender de cette manière. Tout... Pour le dire autrement, Louis, en fait, pour répondre aux collègues, c'est qu'en fait, votre intérêt, enfin ton intérêt en tant que directeur adjoint, c'est qu'à partir du moment où tu réunis les critères réglementaires, donc 6e échelon, 4 ans d'exercice, ce qu'on a évoqué, et que donc à partir du moment où tu as ces critères-là, ton intérêt, c'est que ton chef te propose dès que c'est possible. Toi, c'est ça ton intérêt. Alors après, bien évidemment, c'est soumis à son évaluation à lui et à son choix de te proposer ou pas. Mais toi, tu as intérêt à être proposé dès que c'est possible. Donc ça, c'est un aspect important parce que du coup, tu vas cranter derrière
et ça te donnera, plus tu commences tôt, plus tu as de chances de pouvoir espérer être promu le plus tôt possible en fonction du nombre de propositions. C'est un élément complémentaire. Je suis en phase avec ce qui a été dit. Simplement, le fait de ne pas avoir candidaté n'est pas non plus un élément défavorable par rapport au fait d'être éligible et donc d'être retenu dans le cadre du quota. Parfois, certains n'ont pas fait la démarche, mais leur dossier et leur ancienneté fait que naturellement, ils vont être plutôt bien classés directement au moment où ils vont le faire, peut-être la seule et peut-être première fois où ils vont le mener. Voilà. Donc c'est le faire si vous réunissez les critères, ça nous paraît pertinent. Mais si quelqu'un avait oublié de le faire ou n'avait pas eu l'occasion qu'un chef d'établissement puisse l'accompagner dans ce projet-là, n'est pas non plus défavorable complètement pour pouvoir y accéder. Oui, comme l'avait dit Louis tout à l'heure, il y a des collègues qui passent leur classe dès la première proposition. Alors, ce n'est pas la majorité, on ne va pas se le cacher, hein. Mais parce que là, le stock s'accumulant, on a de plus en plus de collègues qui en sont à leur deuxième, troisième, voire quatrième proposition depuis 2021. Mais il y a des collègues qui passent dès la première proposition. Ça, c'est quand même à souligner par rapport à ce que dit Nicolas. Peut-être ce qu'on peut dire, Louis, en complément de tout ce qu'on s'est dit là, c'est que tout ce qu'on s'est dit là, nous l'avons résumé dans un guide que nous avons publié il y a quelques semaines, qui s'appelle le guide d'accès à leur classe de SMPS. Tout cela est écrit et voilà, vous pouvez les retrouver à tête reposée parce qu'on a conscience qu'il y a beaucoup de choses assez techniques qui nécessitent de regarder ça à tête reposée. Donc, vous pourrez vous avez accès à ce guide d'ores et déjà sur le site du SMPS, mais nous en avons fait aussi des versions imprimées que vous pourrez retrouver sur le stand de Santexpo, le stand du SMPS à Santexpo la semaine prochaine. Et nous vous invitons à venir sur le stand du SMPS pour récupérer ce guide qui pourra vous être offert gratuitement et à échanger avec nous aussi sur votre situation individuelle, puisqu'on a bien conscience que sur ce sujet de leur classe, on est beaucoup sur des situations individuelles qui doivent s'apprécier dans une relation de confiance avec les collègues du SMPS, et donc parfois il est plus aisé de discuter de ce sujet en face-to-face, si je puis dire, individuellement, que là, dans une réunion où il y a plusieurs personnes présentes. Alors, on a une question de Madeleine qui demande donc, comment ça se passe si on est proposé une année, puis plus proposé, puis à nouveau proposé. Alors, c'est une question sur laquelle alors, ça ne s'est pas présenté, mais si on analyse la ligne directrice de gestion du CNG, ceci s'intéresse au nombre de propositions favorables consécutives. Donc, on peut en déduire que c'est des propositions qui se suivent plusieurs fois de suite. Toutefois, la situation n'est pas apparue encore à ce jour. Et on peut estimer que ce n'est pas exactement pareil de ne pas être proposé par un oubli du chef, ce qui est tout à fait possible, que d'avoir un chef qui présente une proposition défavorable. C'est pas exactement la même chose et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a des différentes cases au sein de la fiche B3 à ce sujet. Donc, sur le principe, on estime que c'est des propositions successives favorables, même si pendant une année, il n'y en a pas eu par oubli. Ce n'est pas pareil que si c'est défavorable. Donc, mais encore une fois, cette question n'a pas été tranchée par le CNG puisqu'il n'a pas eu à en connaître jusqu'à présent. Et ça fait partie des points sur lesquels maintenant on va en échanger avec eux, puisque au regard du nombre de collègues qui cumulent 3 à 4 propositions, ça risque de se multiplier, en effet. Donc on pourra transmettre plus de détails à ce sujet et je pourrais répondre directement à ta question, Madeleine, avec un retour du CNG à ce sujet.
Est-ce que vous avez en tête le nombre maximal de tentatives qui auraient été tentées par un collègue? À ma connaissance, on est à 4 pour le moment. Ça va, Et il y a en fait, il y a des gens qui ont tenté depuis 2021. Ok. J'ai une autre super question qui complète bien. Est-ce que vous avez des gens qui sont pas passés à leur classe? Alors, je parle pas des cas particuliers, par exemple, de la personne qui a le concours sur le tard et qui devient directeur d'hôpital à, on va dire, 55 ans, hein. Je parle de quelqu'un qui... est-ce que vous avez déjà eu le cas de quelqu'un qui est jamais passé à leur classe, par exemple, alors qu'il aurait pu, il remplissait les conditions statutaires? Alors, On peut, on parle d'avant la réforme, donc du taux de promotion ou dans le cadre actuel? avant la réforme, parce que dans le taux actuel, je pense que c'est difficile d'avoir du recul, je pense. Oui, voilà, tout à fait. Alors, à ma connaissance, c'est sans doute arrivé, mais je n'en connais pas. Peut-être Nicolas et Clément pour avoir des exemples, mais techniquement, c'est possible. C'est tout à fait possible que des collègues ne passent pas parce que ça ne le fait pas. Et ils n'ont pas été proposés, surtout. Mais je n'en ai pas connaissance. Euh, Nicolas, peut-être, si tu as... Non, non, je confirme qu'il y a un stock de collègues qui qui ne répondent pas du tout aux critères et qui ne sont jamais été proposés. J'ai connu des acteurs sont toujours restés dans le même établissement ou en proximité de cet établissement-là et qui n'ont jamais répondu aux critères relevant de la mobilité, par exemple, mais Oui. qui s'en font voilà, une raison. Enfin, c'est pas pour eux. Voilà. Mais ça Alors existe. parfois, Il y a des collègues qui ça sont non existe. proposés aujourd'hui. Mm. Il y a des collègues qui peuvent être amenés à nous solliciter justement sur ce sujet en nous demandant ce que l'on peut faire. Et ce que l'on répond, c'est ce qu'on vous disait au tout début du webinaire, c'est que le sujet de leur classe commence par l'examen des critères réglementaires. Et si on ne les a pas, en l'occurrence par exemple celui de la mobilité qu'évoquait Nicolas, si on est resté par exemple dans un gros établissement, qu'on n'a fait qu'une mobilité fonctionnelle ou voilà, ce qui est tout à fait possible, hein, au même endroit pendant plusieurs années, malheureusement, ça ne suffit pas à avoir les critères d'accès à leur classe et donc on n'est pas dans la liste des promouvables et donc ça, voilà, ça d'emblée, de toute façon, là, il n'y a pas de sujet. Quand on n'a pas les critères, on les a pas. Alors nous, on demande un assouplissement. Après, il n'y aura pas non plus la fin de la mobilité. C'est-à-dire que faut bien avoir conscience que la mobilité, c'est un principe quand même un peu général qui est plutôt promu, hein, et que nous, on promeut aussi. Ce que l'on demande au SMPS, c'est l'assouplissement des critères de mobilité, mais pas la fin du critère de mobilité. Et à Donc ça, ce ce... sera travaillé. ouais. Mais je t'en prie. Non, t'inquiète, t'inquiète. Et à ce titre, il y a quand même un élément qu'on peut préciser dans le cadre de la réforme du statut. Euh, En fait, le sujet, et quand on l'évoquait, il y a quelques dossiers qui me sont revenus de l'année dernière, par exemple de collègues qui avaient pu faire des mobilités ou des détachements sans jamais vraiment les signaler et ou sans demander à leur supérieur hiérarchique depuis parfois plus de 10 ans d'être inscrits à leur classe. Alors qu'en fait, ils sont en détachement, mais ils ne l'ont jamais demandé. Ça arrive. C'est comme ça. Alors qu'ils sont techniquement éligibles. La problématique, en fait, c'est que, imaginons qu'on maintienne, que le système se maintienne avec toutes les conditions en plus voilà, compliquées qui sont les nôtres actuellement. Avec la mise en place d'un quota, ça risque de multiplier le nombre de collègues qui atteignent le plafond du grade actuellement, la classe normale, et qui n'évoluent plus dans la carrière. Ça va disparaître avec le nouveau statut. En fait, alors, on n'est pas rentré dans le détail dans le diapo, mais à savoir que le nouveau statut dans le premier grade et dans le deuxième grade, a un plafond, mais qui est quasiment inaccessible. On passe de 10 échelons dans le statut de la classe normale actuelle à, de mémoire, 32 dans le nouveau statut pour la classe, pour le premier grade ou la classe normale. Donc, ce qui fait que si vous ne passez pas à au deuxième grade, excusez-moi, parce qu'entre le hors classe deuxième grade, pour essayer de savoir si on est dans le nouveau statut ou dans le statut actuel, ça peut parfois être confusant. Donc, si vous n'évoluez pas, malheureusement, vous n'arrivez pas à passer cette barre, vous continuerez à évoluer sur votre grille
avec quasiment l'impossibilité de l'atteindre, ou en tout cas en toute fin de carrière d'atteindre le sommet. Ce qui vous permet de ne pas être freiné, au moins sur ce point. Parce que là, la difficulté qui arrive, en effet, c'est qu'il y a des collègues, ça fait 10 ans qu'ils sont au plafond et ils ne peuvent rien faire. Ça n'arrivera pas. Néanmoins, on souhaite que tout le monde soit au plafond et soit content d'être au plafond, hein. Euh, Jémy Valomir, j'ai une question par rapport au mouvement interne dans les établissements, enfin au changement de poste dans les établissements. Est-ce que pour qu'il soit validé par le CNG, est-ce qu'il faut qu'il ait fait l'objet d'une publication officielle au journal officiel ou est-ce que si le directeur le signale par un courrier au CNG, cela compte comme un changement de direction au sein même de l'établissement? Il faut seulement que le chef d'établissement le signale. D'accord, parfait. Ouais, il faut qu'il le signale. Alors, une petite nuance, il faut qu'il le signale au CNG, mais qu'il y ait une modification du périmètre qui soit significatif dans le cadre de cette mobilité. Et il faut s'assurer que l'arrêté initial n'est pas une nomination comme directeur adjoint dans l'établissement uniquement, mais bien sur une affectation particulière. S'il n'est nommé que directeur adjoint dans l'établissement, le CNG pourrait ne justifier que finalement il est déjà dans l'établissement et qu'il n'a pas exercé réellement de mobilité. Il faut bien s'assurer que le périmètre de fonction et donc la fiche de poste associée soit particulièrement modifiée et significative, c'est-à-dire une adjonction de fonction ne suffit pas à considérer qu'il y a une mobilité. D'accord. Je sais pas si je suis clair. Et du coup, Nicolas, ça doit faire l'objet d'un nouvel arrêté. Exactement. Idéalement, il faudrait qu'il y ait un nouvel arrêté qui soit pris par le CNG. À minima, il faut pouvoir le justifier dans le cadre de l'encart qui prévoit les mobilités. C'est-à-dire qu'il ait été attesté qu'à ce moment-là, il y a un document, un justificatif qui atteste qu'il y a une réelle mobilité. Voilà. À défaut d'avoir un arrêté du CNG, parce que parfois ils sont réticents à pouvoir réétablir des arrêtés à l'intérieur même d'un établissement. Donc, à minima, il faut que l'encart qui établit les mobilités établisse réellement les mobilités fonctionnelles qui ont été réalisées et les géographiques s'il y en a. Est-ce que c'est clair? Ouais. Oui, très clair, merci. Avez-vous d'autres questions? Non, le côté un peu en lien, c'est on est sûr en fait après en lien avec la réforme que la mise en place de la réforme visiblement ce sera en septembre et du coup avec les dossiers qui en découleront ou c'est une annonce ou c'est une question piège qu'il faut pas poser. On va vous faire une réponse un peu normand, hein, c'est que ça dépend. Vraiment sur ce point de calendrier, c'est un peu le brouillard en ce moment. Entre quand est-ce que ça rentre en vigueur, quand est-ce que ça se met en place, ce n'est pas clair. Donc, je ne m'engagerai pas à titre personnel à vous donner une réponse franche sur quand est-ce que c'est censé s'arrêter. Ce qui est possible, par contre, c'est qu'il y ait une période de transition où le nouveau statut entre en vigueur et ensuite la nouvelle procédure pour le passage au deuxième grade ne se fasse peut-être pas dès l'an prochain, mais l'année d'après. Ce n'est pas impossible. Euh, Là-dessus, des mesures transitoires au niveau de l'État, par exemple, ils sont encore dedans, alors que ça va bientôt faire bientôt 3 ans qu'ils sont censés être entrés dans la réforme de leur statut. Donc, on n'a pas encore assez d'infos pour pouvoir vous donner une info claire pour le moment là-dessus. Ce qui est certain, en tout cas aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on s'est dit là dans ce webinaire s'applique pour 2024 encore, et que tout ce qu'on a dit là, voilà, sous réserve qu'on ait après l'arrivée du taux de promotion et puis le calendrier qui sera fixé par le CNG, tout ce qu'on se dit là va s'appliquer encore pour cette année. Et donc,
reste sous l'égide du statut actuel encore pour 2024. Et pour 2025, eh bien, c'est bien sûr là, c'est pas encore, mais 2024 sera soldé sous l'égide du statut actuel, ça c'est sûr. J'ai l'impression que non. De toute façon, ce webinaire touche à sa fin. On avait prévu à peu près 1 heure. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous transmettre par mail vos questions, vos demandes, vos précisions sur votre dossier si vous en avez. Et si vous souhaitez être accompagné, également que nous contacter et qu'on puisse étudier votre dossier en vue de la procédure donc, qui aura lieu, on l'espère, à partir de fin juin jusqu'en juillet dans ces eaux-là. On pourra prendre le temps d'en échanger avec vous, voir ce qui peut être mis en avant, voir comment améliorer ça au besoin et en quelque sorte vous accompagner. Et on peut être également en appui dans le cadre des démarches. On sait que ce n'est pas toujours simple au sein d'un établissement pour sensibiliser le chef d'établissement à la nécessité d'être particulièrement dithyrambique sur ses appréciations. Ce n'est pas toujours simple quand on est en position de directeur adjoint de pouvoir le faire. Nous, on peut parfois se faire le relais avec certains collègues ou avec certains chefs d'établissement. C'est plus simple pour nous de le faire quand on les connaît, en l'occurrence, pour leur expliquer que c'est dans l'intérêt du professionnel qu'ils ont au sein de leur équipe de direction. Et pour compléter ce qui vient d'être dit, nous accompagnons l'ensemble des collègues. Je tiens à le préciser, hein, nous n'exigeons pas de critères d'adhésion au SMPS pour accompagner les collègues. C'est aussi une façon pour nous de rendre le service aux collègues et charge après aux collègues de juger de la qualité de ce service. Et s'il est satisfait, on invite bien évidemment à adhérer au SMPS. Vous pouvez aussi adhérer dès après ce webinaire. Hein. Ça, c'est tout à fait possible et vous pourrez bénéficier de toutes les informations qui vont bien en complément de ce webinaire. Mais en tout cas, on n'exige pas de critères d'adhésion au SMPS pour être accompagné et on vous laisse juge de la qualité de notre service pour après adhérer. Après, pour compléter quand même ce que dit Clément, on accompagne tout le monde. Mais si au moment d'établir la liste, on doit choisir entre un adhérent et un non-adhérent, je suis un peu désolé. C'est un peu cruel dit comme ça, mais à un moment, on a aussi un engagement vis-à-vis des personnes qui nous font. Nous sommes obligés de faire des choix. Ça, c'est important de le dire. Alors, c'est pas notre critère principal, mais malheureusement, à un moment donné, on doit défendre aussi nos propres collègues et effectivement, ça peut rentrer en ligne de compte. Nous, quand on doit établir notre liste, et je pense que tout le monde peut le comprendre. Et donc là, ça peut aussi, il y a des collègues qui adhèrent aussi à ce moment-là. Donc, on est à votre disposition et on vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Que vous pourrez retrouver en ligne par la suite. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. C'était très intéressant et très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ouais. Au revoir.